Et dans Être et savoir aujourd'hui, énormément d'utilité, peu de reconnaissance, profession, AESH. Que disent les conditions de travail des AESH de la qualité de l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école? C'est la question qu'on va se poser avec nos invités. La loi de 2005, 20 ans déjà, garantit à chaque enfant en situation de handicap le droit d'être scolarisé dans une école dite ordinaire, proche de son domicile. Ce droit fut renforcé dans des textes de 2013, la refondation de Vincent Peillon, et de 2019, la loi Blanquer sur l'école de la confiance. Ce dernier texte a introduit le concept d'école inclusive dans le code de l'éducation. Source handicap.gouv.fr. L'école inclusive consisterait à bénéficier d'un projet personnalisé et d'une équipe de professionnels, donc en premier lieu les AESH, donc les accompagnantes, pour assurer le suivi de la scolarité. Et si j'ai employé le conditionnel, c'est que près de 50 000 élèves qui auraient besoin de l'aide ne sont à ce jour pas accompagnés. Nos écoles accueillent près de 500 000 élèves en situation de handicap, 100 000 AESH. Les chiffres varient, ils augmentent en fait à mesure que l'inclusion grandit avec toutes ces difficultés. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à cette profession, les AESH. Qui sont-elles? Qui sont-ils? Environ 5000, je l'ai dit, mais comment s'intègre cette profession dans la machine école? À lire les témoignages et études, il apparaît que cette profession est importante, mais bien malmenée. Avec nos invités, on va tenter de comprendre et d'analyser ces difficultés. Les relations avec les enseignants, l'organisation du travail, et quel travail, parce que ça peut recouper beaucoup de choses. Les salaires, il faut en parler. La précarité. On va aussi s'intéresser au langage, aux mots qui entourent le handicap à l'école, entre les sigles techniques qui changent parfois. Moi, je me souviens bien du terme AVS qu'on employait quand mes aînés étaient petits, c'était il n'y a pas si longtemps. Et puis, il y a un champ lexical très très particulier concernant le handicap en général dans la société. Ça dit quelque chose, je crois. Et puis nous poser cette question, je l'ai déjà un peu reposée, je la reformule. Maltraiter les AESH, n'est-ce pas dans le même temps négliger les élèves dont elle et il s'occupent? Écoutons-le un peu d'ailleurs, ces élèves. Là c'est Juba, là c'est Mathéo, là c'est Janice, là c'est Laurent, là c'est Lucas, là c'est Kilam, et là c'est Mathis, et là c'est moi, et là c'est Arthur. Qu'est-ce que t'aimes bien toi ici? Je suis plus bien que mon ancienne école. Je trouve que c'est bien, au moins j'ai pas des cours où j'ai pas d'AVSH pour écrire. Des fois le matin j'en ai un, et l'après-midi j'ai l'autre pour écrire. Et c'est vraiment une grosse aide. Et elle va m'aider par exemple, notamment quand je suis fatigué. Et ce qui est vraiment bien, c'est la complicité qui s'est installée entre nous deux, la confiance. J'apprends des choses parce que j'ai un peu des difficultés sur les lettres, sur les nombres. Non, j'ai peur que ça reste comme ça toute la vie, comme ça, à devoir faire des choses différentes. Et c'est pas gai, parce que alors du coup, les autres, ils se croient différents, et alors ils sont un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? 1 minute pour les écouter, ces élèves de primaire et de collège. Un montage signé de notre réalisateur François Richer. On a pioché dans différents reportages. Je salue les invités présents dans le studio. Bonjour Myriam Sonaille. Bonjour. Vous êtes AESH Co, c'est-à-dire AESH à mission collective en collège, en ULIS. Ouais. ULIS, on le précise, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Et vous travaillez dans l'Académie de Paris. En face de vous, Virginie Cassan. Vous êtes AESH en lycée pro à Paris également et vous êtes représentante syndicale. Comme ça, vous avez une bonne liberté de parole pour le SNES FSU, mais j'espère vous aussi, Myriam Sonaille. Avec nous à distance, Frédéric Grimaud. Bonjour. Bonjour. On a eu tellement peur que ça ne marche pas. Vous êtes professeur des écoles dans l'Académie d'Aix-Marseille, docteur en sciences de l'éducation. Et vous venez de publier une somme passionnante, AESH, un vrai métier aux éditions Sileps. C'est issu d'une recherche menée avec l'Institut de recherche de la FSU. Alors, on reste un peu dans le même syndicat, mais il y a une forte intersyndicale concernant les AESH à l'école et la défense de ce métier. Donc, cette somme concerne le métier. C'est un nouveau
ouvrage qui donne beaucoup la parole aux AESH, particulièrement en primaire, mais pas seulement. On va donc parler davantage de ce niveau, comme ça on a primaire, collège et lycée autour de la table. Et puis on a aussi un auteur de BD. Bonjour Fabien Toulmé. Bonjour. Vous venez de publier Ulysse, pas comme le dispositif Ulysse, donc qui concerne le collège et parfois le lycée. C'est chez Delcourt, ça a apparu en septembre 2025 dans la collection Mirage. C'est une BD formidable, je vais en dire quelques mots. On suit Yvan physiquement. Alors c'est un peu vous peut-être, un peu le capitaine Haddock avec ses gros cheveux et sa barbe noire, pas du tout dans le caractère je pense. C'est un informaticien reconverti à ESH en collège donc. On le suit, il est débutant dans la classe Ulysse et au fil des saisons, on va vivre avec lui ses difficultés, ses progrès, ceux de ses élèves, des élèves qu'il accompagne et des autres. Il en accompagne seulement un, mais on voit évidemment tous les élèves du dispositif. Cet ouvrage fait plus de 300 pages, il est très documenté, c'est très précis. Les scènes qui sont rapportées, on le sent, sont totalement inspirées de la réalité, mais comme il s'agit d'une fiction, le lecteur ou la lectrice, moi, par exemple, se projette dans les problématiques des personnages. En premier lieu, Yvan, qui traverse une sale période, ça m'intéressait aussi, mais aussi des élèves, des parents, des collègues et puis des professeurs. J'ai été très, très, très touchée par cette lecture. C'est souvent, je pense, le terreau fertile d'une bonne réflexion, en l'occurrence sur le métier d'AESH, notre sujet. Alors, vous voulez mettre la lumière sur cette profession. Pourquoi, Fabien Toulmé? Pourquoi? Parce que j'étais concerné de loin à 2 titres. D'abord, je suis père d'une jeune fille qui a une trisomie, qui a été scolarisée un temps en Ulysse. Et donc, j'ai vécu par son intermédiaire les différentes péripéties qu'un enfant porteur de handicap peut vivre pendant sa scolarité, les bons moments et les difficultés. Et l'autre titre, c'est que je suis le mari d'une personne qui est AESH et qui me racontait tous les soirs les histoires de ces jeunes qu'elle accompagne, de ses collègues, du milieu dans lequel elle travaille. Et vous avez utilisé le mot terreau, c'était vraiment ça, c'est que j'ai eu la sensation qu'il y avait un terreau d'histoire assez important. Et comme j'aime raconter les relations humaines, comme j'aime faire connaître aux gens des situations qu'on aurait assez peu l'occasion de connaître par soi-même, je me suis dit que c'était un bon point de départ pour une histoire. Une histoire sur une année scolaire. Moi, je n'aime pas raconter trop les histoires en détail parce que je pense que ça mérite d'être découvert dans les livres, en l'occurrence cette BD. Mais évidemment, on va s'en servir pour éclairer quelques situations, quelques nœuds aussi relatifs à ce métier. Comment vous le définiriez, vous, par exemple, Myriam, je me tourne vers vous, ce métier, cette profession. Alors, le héros dans Ulysse, c'est un homme, mais c'est très, très féminisé. Souvent, je vais utiliser même le féminin parce que, bon, on va le dire, c'est principalement des femmes. Quand vous présentez votre métier à des gens qui ne connaissent pas, ou si vous voulez en parler à nos auditeurs, comment vous racontez? Moi, je dis que j'accompagne des élèves qui sont dans des situations de handicap. J'essaye d'expliquer parce que c'est vrai que c'est pas très connu non plus comme métier. C'est peut-être pas assez valorisé. Donc, on n'est pas reconnu par, par tout le monde, par des parents sûrement, par le milieu éducatif, mais pas par tout le monde, pas par monsieur tout le monde. Voilà. Donc, je dis que j'accompagne des élèves, je suis là pour leur scolarité, mais c'est vraiment dans les grandes lignes, parce que ce que je fais est beaucoup plus profond que ça, je pense. Et ma collègue confirmera sûrement. On va lui poser la question tout de suite. Virginie Cassan, comment on le définit? Parce que, en fait, la notion de métier, même de profession, quand on parle d'AESH, elle est presque nouvelle. Non pas que je ne le pense pas, parce que c'est pas du tout ça. Mais dans l'idée d'accompagner, on est un peu aux frontières de quelque chose de l'ordre du care, qui n'est pas vraiment éducatif. Et d'ailleurs, ça l'est, le care, c'en est du care. Et d'un métier qui serait presque un métier de service. Enfin, on sent bien que par rapport à la mission éducative de l'école, il y a comme un décalage qui est ressenti par les enseignants et qui se vit dans la relation avec les enseignantes et les enseignants. Notre métier, il est basé sur 3 axes. Aider accès aux apprentissages, aide à la socialisation
et aide dans les gestes de la vie quotidienne. Donc en fait, effectivement, il y a de l'éducatif, il y a l'éducatif dans les 3 axes. Donc notre métier, on est au cœur évidemment de l'éducatif parce qu'on participe à construire un individu et son identité à travers les gestes. On est des éléments de l'école, mais on est censé travailler aussi avec les enseignants. C'est normalement, quand ça se passe bien, c'est bien. Et mais voilà, c'est notre métier, il est surtout axé là-dessus. Et effectivement, on fait, comme a dit ma collègue, c'est beaucoup plus. C'est aussi on est en relation duale avec un élève, mais aussi on est en relation. Moi, je suis dans le secondaire, je précise dès le départ. En lycée. En lycée, et donc on est en relation avec différents adultes, et il faut être tout le temps en interaction pour pouvoir accompagner au mieux l'élève qu'on accompagne. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse. C'est pas seulement. Peut-être, je pense que des gens pensent qu'on est juste à côté d'un élève, mais en fait, on n'est pas juste à côté d'un élève, parce qu'on est en interaction avec lui, on essaie de voir comment on peut l'aider au mieux. Et en fait, il faut aussi qu'on interpelle l'adulte qui est enseignant pour que lui fasse attention à l'élève qu'on accompagne. Donc il y a cette interaction avec les élèves et les adultes de l'établissement. Frédéric Grimaud, cette dimension profondément relationnelle, comment on l'intègre dans un vocabulaire professionnel? Cette question, vous la posez presque tout au long de l'ouvrage, qui soulève bien des questions et dont je peux préciser qu'il offre aussi un bon récapitulatif de l'histoire des AESH, qui donne des chiffres, plein d'informations sur ce métier aujourd'hui dans l'école en France. Oui, alors déjà, déjà, le métier, la profession, je ne l'aborde pas tout à fait de la même manière, hein. La profession, c'est, si vous voulez, toutes leurs conditions de travail, leur formation, les missions, les contrats, le temps, etc., qui les réunissent. Le métier, on est plus du côté des gestes, hein, des règles de métier, des savoirs et aussi des valeurs qui sont portées, dont ce que vous dites là, la relation à l'autre. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est ni une profession récente, ni un métier récent, en fait, hein. D'abord parce que, vous l'avez un petit peu dit au début, cette profession, elle s'inscrit dans d'autres professions, dans toutes celles de la tradition du CARE, hein. Avant, il y avait les AVS, mais avant, il y avait les auxiliaires de vie. Et si on remonte même au début du siècle, des travailleurs familiales, des aides ménagères aux personnes invalides, où on peut retrouver cette même dimension là, dont vous parlez, relationnelle, qui fait partie du métier. Donc les AESH, elles s'inscrivent dans un métier qui, ça a été, je crois que c'est Myriam qui l'a dit au début, qui manque de reconnaissance. Moi, c'était un petit peu l'objet de mon travail. On m'a demandé de voir d'abord qu'est-ce qui n'allait pas du côté des AESH. Et la première chose qu'elle déclare, c'est ce manque de reconnaissance. Et donc moi, j'ai essayé de voir dans quoi est-ce qu'elles se reconnaissent, elles, et elles se reconnaissent dans un métier, dans un système de valeurs partagées, dont ce souci de l'autre. Vous utilisez une formule qui m'a énormément frappée, c'est-à-dire que vous parlez à la fois d'une forme de fierté et de maltraitance. Dans le même mouvement, il y a une fierté à réussir à s'occuper de la meilleure manière possible d'un élève en difficulté du fait de son handicap. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment très valorisé pour les gens. Et en même temps, la formule, c'est on est un peu les subordonnés de tout le monde. Enfin, tout le monde est notre chef, par exemple. Vous donnez des exemples de salles des profs qui ne sont pas ouvertes aux AESH. Vous donnez des exemples on apporte une collation pour un événement et il y en a que pour les professeurs des écoles. Des choses comme ça, on vous l'a énormément raconté. Je vous pose d'abord la question à vous, Frédéric Grimaud, puis je vais faire tourner la parole. D'accord. Alors, écoutez, oui, effectivement, c'est un truc que j'ai vu dans les entretiens que j'ai menés pendant 3 ans. J'en ai eu beaucoup des entretiens. Et il y a toujours cette dualité entre, d'un côté, l'expression d'une grande fierté, et on comprend pourquoi, parce qu'elles peuvent être fières des valeurs que porte cette profession. C'est-à-dire qu'en gros, je vais le résumer, mais sans AESH, il n'y a pas d'école inclusive. Donc, il n'y a pas cette possibilité à des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants de pouvoir fréquenter les mêmes bancs scolaires que les autres. Donc, bien sûr elles peuvent être fières absolument de ce qu'elles font. Et elles déploient un trésor d'ingéniosité avec très peu de moyens pour arriver à faire fonctionner à bout de bras ce système.
Et en parallèle, il y a l'expression aussi d'une grande maltraitance de différentes manières, institutionnelles, vous avez raison. Déjà dans l'organisation même de leur travail, il y a un grand flou dans les prescriptions qu'elles ont et même dans la chaîne hiérarchique. Cette phrase que me dit une AESH à un moment donné qui est dans mon école, tout le monde est mon chef, est significative de ça. Mais c'est très inconfortable pour un travailleur de ne pas pouvoir identifier sa chaîne hiérarchique et aussi dans cette forme de maltraitance, comme vous dites, plein de micro-mises à l'écart, on va dire. C'est typiquement, par exemple, des courriers qui sont envoyés par la hiérarchie pour souhaiter de bonnes vacances à tous les mondes. Alors, il y a marqué à tous les enseignants, à tous les directeurs et directrices, à tous les personnels de RAZ, mais il n'y a pas les AESH parce qu'elles sont ignorées, elles sont invisibilisées. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup interrogé, c'est cette dualité entre une grande fierté exprimée et une grande maltraitance exprimée. Donc, c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Où était ce hiatus, ce qu'un psychologue qui s'appelle Yves Clos du travail appelait des affects contradictoires. Vous voyez, en permanence, on travaille avec deux affects qui sont très contradictoires. Les affects contradictoires, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de travailleurs, travailleuses connaissent, mais particulièrement les AESH. On arrive à résoudre ces problèmes par un travail avec les individus. Finalement, c'est super fatigant. C'est une grande partie de votre boulot, c'est-à-dire de vous faire reconnaître par l'équipe, de vous faire presque admettre, Myriam Sonaï. Et moi, j'utilise... Somaï. Somaï, pardon. J'utilise votre nom de famille parce qu'à l'école, on vous appelle Myriam. Myriam. Oui. Souvent, Moi, je c'est le demande prénom à qu'on être utilise. tutoyée et à ce que les élèves m'appellent par mon prénom. Alors, comment on se fait sa place? Eh ben, déjà, moi, j'ai la chance d'être dans le même établissement depuis un moment. Au début, ça n'a pas été facile. Il y a des collègues qui ne m'adressaient même pas la parole, mais il faut Des aussi... collègues, vous voulez dire des... Professeurs. D'accord. Ça, c'était au tout début. J'avoue que maintenant, je me suis fait ma petite place et les mentalités ont évolué aussi. Parce qu'avant, les élèves porteurs de handicap étaient difficilement acceptés en classe et on luttait pour les faire accepter en inclusion, même s'ils étaient accompagnés. Maintenant, c'est vraiment autre chose et je pense que le temps a fait son œuvre aussi. Les mentalités ont évolué et je sens que moi et mes collègues ont joué un rôle plus qu'indispensable, en fait, dans la tenue de la classe. Et ça, c'est le retour de mes collègues qui me le prouvent tous les jours. Ça fait plus d'adultes dans les classes. Ouais. Et c'est hyper frappant, en fait, quand Oui. on se rend dans des établissements. Parce que parfois, je compte le nombre d'adultes qu'il y a dans des classes. Et c'est tout récent. Hein. Beaucoup plus qu'à mon époque, qui est pour le coup très, très ancienne. Même question, Fabien Toulmé, parce que ça, c'est mis en scène aussi, mis en scène, raconté dans la bande dessinée. C'est assez subtil, en fait, parce que c'est aussi quelqu'un qui se demande ce qu'il fait là. En arrivant dans ce collège, c'est prendre sa place. Ah, la question de la place. Comme un professionnel quand on n'est pas formé. Et quand on n'est pas sûr qu'on va rester et qu'on n'est pas sûr qu'on a les compétences, parce que c'est compliqué d'accompagner un enfant autiste en l'occurrence, dans son quotidien. Moi, ma position qui est uniquement celle d'un observateur d'un collège en particulier, je n'ai pas la prétention d'être un expert du domaine, mais ce que j'ai ressenti, c'était que finalement les AESH sont dans une espèce de strate intermédiaire entre les jeunes et les professeurs, et ils font un petit peu tampon, c'est-à-dire qu'ils font tampon ils absorbent les dysfonctionnements de ce qu'est le système, et la bonne marche ou la mauvaise marche de l'enseignement et de la prise en charge de ces jeunes dépend en grande partie de la façon dont les AESH peuvent travailler, de la façon dont ils ont pu être formés. Et c'est effectivement un autre point qui m'a paru assez surprenant, c'est que souvent cette formation intervient très tardivement après l'entrée en fonction. Dans le cas de ma femme, elle a été formée à son métier sur un registre vraiment purement administratif, 1 an après le début de son activité. Et je me suis dit que pour un métier quand même aussi... important, avec des besoins particuliers propres à chaque élève, c'était quand même
assez étrange d'accorder aussi peu d'importance à la formation, au fait de connaître les bonnes pratiques en cas de situations qui peuvent être des situations un peu compliquées à gérer. Comme dans la BD, je raconte les crises du personnage principal, Mathis, qui est un jeune porteur d'autisme et qui fait des crises. Bon, comment gérer ça quand on nous a jamais expliqué ce qu'est l'autisme ou les crises, comment les régler. Et voilà, moi, vraiment, ma sensation, ça a été ça. Ça a été que la place des AESH est difficile à trouver parce qu'il n'y a pas une espèce de programme précis de quel est leur rôle. C'est un peu à chaque collège, à chaque enseignant, à chaque AESH de se faire sa place et de trouver comment fonctionner. Et les AESH font souvent tampon entre les différentes situations. Virginie Cassan, sur à la fois cette place, mais aussi la formation. Dans la BD de Fabien Toulmé, le personnage d'Yvan va à la bibliothèque pour lire un petit peu sur l'autisme, S'auto-former. voilà, s'auto-former. Est-ce que ça vous est arrivé de vous auto-former pour vous sentir plus légitime, tout simplement? Alors, avant de répondre à tout ça, je voudrais revenir sur la place. Et effectivement, ce qui est quand même scandaleux, en 2025, ça fait 25 ans que la loi 2005 est là. Et 20 ans, du coup. 20 ans, pardon, excusez-moi, ça fait 20 ans. Et en 20 ans, nos différents gouvernements n'ont pas trouvé le temps de nous donner une formation. Parce qu'à partir des formations, notamment nous, en tant que syndicat, ce qu'on revendique, c'est une formation Bac+2 avec une entrée en concours. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le KPI pour les enseignants spécialisés. Le KPI, c'est un programme et un contenu avec tous les différents types d'handicaps rencontrés. C'est une formation de 2 ans. Si à un moment donné, un des ministres a une étincelle dans son cerveau, ça serait bien. Enfin, c'est lamentable qu'on en soit encore aujourd'hui à ne pas avoir de formation. La collègue a dit, on a parlé de la formation, il faut quand même dire que c'est pas une formation. C'est 60 heures d'adaptation à l'emploi qui est issu des contrats aidés de 2005. D'accord ? Donc, en fait, 60 heures, ce sont des diaporamas qu'on reçoit. C'est une information sur l'autisme, sur l'enfant malentendant, sur l'enfant aveugle. C'est pas de la formation. Après... De la formation sur des gestes professionnels, sur des moi, dans mon conduites souvenir, à tenir. la seule source que j'ai eue, c'était... on était dans un amphithéâtre et on était 100 personnes nouvellement recrutées. Et il y avait le kiné qui nous expliquait comment faire. Mais sur un amphithéâtre, il n'y a pas de pratique. D'accord ? Donc, c'est pas du tout... Pour moi, c'était vraiment de l'information et ça reste de l'information. Et je connais des collègues qui n'ont jamais eu de formation. Il y en a qui ont eu bien des années avant de commencer, mais il y en a qui n'en ont jamais eu. Donc, effectivement, la formation, elle est inexistante. Quant à la place, il y a effectivement une maltraitance institutionnelle dans la mesure où rien que le ministre, chaque ministre, quel qu'il soit, quand il parle de l'éducation nationale, on n'entend que le nom prof. Il n'y a que les enseignants et les professeurs. Il ne parle pas des autres personnels. Des fois, il se rappelle qu'il y a des CEN. Des fois, il se rappelle qu'il y a des assistants d'éducation. Si l'éducation nationale, on pourrait parler... Des assistantes sociales. Mais alors, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, le discours est déjà pas là. Comme l'exemple qui est donné dans la lettre, dans la lettre dont a parlé M. Grimaud, c'est un peu, c'est ça, la maltraitance. La maltraitance, elle se poursuit aussi... J'ai perdu mon fil. Au niveau de l'établissement lui-même, quand vous savez que quand les agrégés, au niveau des profs, les agrégés, mais dans certains établissements, les agrégés méprisent les certifiés. Donc nous, quand on arrive, qu'on n'a pas de diplôme reconnu, comment vous dire que... Voilà. Puis après, genre en 2025, il y a quand même toujours des accompagnants d'élèves qui se retrouvent exclus de l'école, parce qu'en fait, moi, je suis aussi accompagnante référente, c'est-à-dire que je vais dans les écoles accueillir mes nouvelles collègues. Et dans certaines écoles, une fois, j'ai eu le bonheur de voir, donc en maternelle, salle des adultes. Je fais, waouh, super. Seulement, dans la majorité des établissements où je vais, c'est salle des profs, salle des maîtres. À un moment donné, au moins si symboliquement il y avait écrit salle des adultes ou des personnels, ça serait déjà au sein d'établissements où on est, une reconnaissance comme quoi tout le monde peut y aller. C'est un début d'intermétier, de travailler l'intermétier, la collaboration entre les métiers. Parce qu'en fait, c'est pas nous toutes seules qui devons porter la scolarisation d'un élève, mais c'est aussi travailler avec les enseignants. Mais pour ça, il faut que chacun dans nos positions respectives, on ait du temps pour ça, que l'institution nous donne le temps. Parce qu'en fait, avant les PIAL, dans certains établissements, on avait du temps, on se rencontrait sur le temps scolaire pour s'échanger sur les élèves.
là, avec le PIAL, comme c'est la mutualisation, La mutualisation du temps, parce qu'il faut expliquer ouais, aussi. Excusez-moi, oui. Donc le PIAL, c'est pôle d'inclusion localisée. Je ne sais plus quoi, il y a tellement de sigles dans l'éducation nationale. Ça me fatigue. On va en parler, mais c'est-à-dire que pour que les professionnels puissent avoir plus d'heures, elles sont amenées à faire davantage de tâches, à effectuer peut-être différentes missions avec des élèves différents, mais ce qui complique encore le quotidien quand c'est pas forcément au même endroit. On a vu en Bretagne des cas d'AESH qui refusaient finalement des missions parce que les distances étaient trop longues. Ah oui, là vous parlez des passes, je suppose. Non, mais c'est pareil. Mais la question que je me pose, c'est celle de la hiérarchie dans l'éducation nationale. Et en fait, on sait que les sociologues qui ont étudié la souffrance au travail, par exemple à l'hôpital, dans plein de métiers, montrent que la hiérarchie, quand elle est très, très cloisonnée, font que les souffrances de certains, par exemple les professeurs, enseignantes, qui disent manquer de reconnaissance dans la société. Et c'est vrai, eh bien... peuvent aussi manquer eux-mêmes de donner de la reconnaissance aux autres professionnels. Et ça, c'est une logique qu'on retrouve un peu partout. Mais je me tourne, virtuellement, puisque vous êtes en ligne, Frédéric Grimaud, vers vous, pour savoir si finalement ce manque de définition du travail et des missions dont on parlait, il n'est pas un peu pratique pour bien répondre à des situations qui relèvent parfois du bricolage. Vous évoquez dans le livre des situations où, par exemple, on doit changer un élève assez grand en école élémentaire. On n'a pas de place, on n'a pas d'espace pour faire ça. Donc, il faut se débrouiller avec des sacs poubelles, derrière, à l'arrière d'une salle, derrière un meuble, en faisant comme on peut, avec des lingettes fournies par les parents ou par un autre enseignant. Parfois, les AESH vont être amenés à surveiller toute la classe. Donc, tout ça, ça permet de leur faire des choses qui sont peut-être utiles, s'occuper d'autres enfants qui sont peut-être en difficulté, mais dont elles n'ont pas la charge. Et donc, ce flou, j'y reviens, permet, comme je ne vous entends pas, j'ai du mal à savoir quand vous allez prendre la parole. Donc, voilà, enchaîner sur l'usage du flou, en fait. Oui, alors effectivement, ce flou, il est pratique pour une institution qui veut faire des économies. On comprend pourquoi, d'accord? Parce qu'évidemment, tout ce qu'a dit la collègue avant, par exemple, mettre en place une formation digne de ce nom, une reconnaissance institutionnelle qui serait indexée sur un salaire correct et une avancée de carrière, tout ça, ça a un coût. Et évidemment, maintenir quelque chose d'un petit peu qui repose sur le bricolage, évidemment que ça a cet intérêt-là. Par contre, ça a un gros désavantage, c'est que ça abîme complètement l'école inclusive. Ce qui est en train de se passer, c'est une catastrophe. 20 ans après la proclamation de l'école inclusive, on arrive à une situation où les AESH sont mis à l'écart, mais y compris les élèves. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'équipes qui commencent à avoir un discours dominant qui est de peut-être que tous les enfants n'ont pas leur place à l'école. Vous voyez? Donc ça, en vérité, c'est une catastrophe d'avoir tout fait reposer sur le bricolage. Et qu'est-ce que ça a donné? En fait, tout à l'heure, on parlait de la place des AESH dans leur établissement. Pour moi, ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. C'est devenu un aspect très saillant de notre recherche. On a bossé du coup 1 an dessus, cette question de la place des AESH dans leur établissement. Mais elle est évidemment pas bien définie. Mais si jamais ça se passe pas bien, il faut pas le faire reposer uniquement sur des profs qui seraient pas bien accueillants ou méprisants ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est que tout a été organisé pour que ça se passe pas bien. Par exemple, on demande aux AESH, aux enseignants de travailler ensemble, voire aux AESH, parfois elles sont 2 dans la classe, etc., on parle d'intermétier, en tout cas de collaboration, de co-travail. Mais ça, c'est un travail en soi, en fait. C'est pas un allant de soi, d'accord? Travailler à 2, c'est pas forcément 2 fois mieux, et en tout cas, ça s'apprend. Sauf que rien n'est pensé. Et parfois, même quand ça se passe bien, on sait pas pourquoi, d'un seul coup, l'AESH, on la change d'école. Voilà, puisqu'il y a pas non plus, elles n'ont pas non plus d'organisation propre de leur mouvement. Donc en fait, les choses sont faites pour arriver à ce que ça se passe pas bien. C'est ça qui nous a beaucoup surpris. C'est que si on voulait que l'école inclusive dysfonctionne, en fait, on s'y prendrait pas autrement. On continuerait à avoir des personnels qui n'ont pas de place définie, qui ont une hiérarchie qui est floue, qui bricolent. Vous avez parlé d'échanges, parce qu'effectivement, dans le livre,
Cet exemple-là nous a beaucoup perturbé, enfin, moi en tant que chercheur dans mon équipe de recherche, parce que c'est extrêmement dégradant en fait. Un enfant qu'on change au milieu de tout le monde, avec l'enseignant à décrocher des rideaux de la fenêtre pour faire un espèce de paravent devant les autres élèves, et les AESH ont fait le tour des classes pour récupérer des sacs poubelles pour fabriquer une table à langer. On est d'accord qu'on est dans l'indignité totale de l'enfant, des travailleurs, de l'institution scolaire. Pour autant, elles ont réussi à faire leur boulot. C'est ça qui m'a intéressé aussi. Et elles en ont tiré une grande fierté parce que cet enfant va à l'école malgré tout. Mais vous voyez, le prix du malgré tout est très très fort quand même. Est-ce que je me fais bien comprendre là-dessus? Tout à fait. Et je pense que c'est important de le faire entendre. La question de l'ajustement du travail, du geste professionnel avec l'enseignante, elle est bien décrite, je trouve, Fabien Toulmé, dans la bande dessinée. C'est hyper compliqué de travailler ensemble. Et je trouve que c'est d'ailleurs dur à raconter, et vous l'avez bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une enseignante, donc, qui est l'enseignante de la classe Ulysse, qui travaille avec plusieurs AESH qui sont très différentes les unes des autres, qui elles-mêmes, ou eux-mêmes, puisqu'il y a Yvan, ne doivent pas forcément travailler ensemble, mais quand même, ils s'entraident, puisque c'est pas mal. Par exemple, Mariam, sa collègue est plus expérimentée que lui, elle va bien des fois le sortir de moments difficiles, etc. C'est compliqué, hein. C'est encore une fois, on est dans la relation, Bah, c'est compliqué dans le parce dur qu'il du y a, il travail. y a la réalité de ce qu'est une affectation avec tel ou tel jeune ou avec tel ou tel ensemble de jeunes. Et il y a ce qui se passe quand on met des individus ensemble. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais, pour l'écriture de la bande dessinée, je suis allé en observation dans une Ulysse. Et moi, au début, je suis observateur, je suis auteur de BD, et je prends des notes, sauf qu'au bout d'un moment, on interagit avec les jeunes font appel à moi pour aider sur telle ou telle chose, donc on ne peut pas être simplement chacun dans son rôle, dans un système, alors c'était pas l'endroit où j'étais, mais dans un système qui est défaillant a fortiori, j'imagine qu'on est obligé d'aller un peu au-delà, et une AESH ou un AESH individuel qui est affecté à un jeune se retrouve dans un collectif et donc peut intervenir. Et même des fois, c'est peut-être un peu exagéré. On peut demander à un ou une AESH individualisée d'accompagner plusieurs jeunes en inclusion. Et il y a comme ça des gens qui se retrouvent avec 4-5 jeunes à accompagner en inclusion parce qu'il y a un manque de personnel. Donc voilà, c'est c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, comment ces personnes-là, ultra importantes, se retrouvent obligées de faire tampon et de pallier au dysfonctionnement du système. Et parce qu'on est humain, ça c'est énormément dit dans le livre de Frédéric Grimaud. C'est comme ça que les AESH disent, voilà, on nous le demande, et c'est vrai, on voit les enfants, on est humain, donc on le fait. Ça repose sur un dévouement, et ça c'est très féminin, de demander à des professionnels d'être dévoués. C'est ce qu'on demande souvent aux femmes. Myriam, c'est dans la BD. Myriam, c'est vous, Somaï, vous vouliez intervenir. En fait, je voulais juste revenir vite fait par rapport à la formation, qui pour moi n'était vraiment pas de la formation, c'était plus des informations. Et souvent, c'était plus une perte de temps en réalité. Mais surtout qu'on n'a aucun profil qui ressemble à l'autre. Tous nos élèves sont différents. Ils sont tous porteurs de pathologies différentes. Souvent, ils font de la comorbidité. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont des pathologies associées à leur pathologie. Oui. Après, on fait des fois face au milieu social. Donc, on ne sait pas comment ça se passe chez lui, comment le petit, est-ce qu'il a bien dormi, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais moi, j'aurais aimé, par exemple, avoir un catalogue de formation où j'aurais pioché par rapport pour un élève qui est autiste, pour un autre qui est dyslexique, qui est dysorthographique. Mais tout ça, je l'ai découvert toute seule, sur le tas. Parce que, pareil, les GEVASCO, c'est le document qui nous est transmis sur les adaptations à mettre en place. C'est un sigle? C'est un... Ouais. Évaluation scolaire. Ah, ok, d'accord. On a les adaptations qu'on doit mettre en place, mais clairement sur le terrain, entre par exemple la primaire et le secondaire, ou même juste d'une année à l'autre, l'enfant a évolué, il a mûri, il a grandi en tout cas, il y a eu un changement dans son attitude. Donc nous, on s'adapte à tout ça, mais on s'adapte en s'auto-formant en fait. Mais ça aussi, il faut du temps, c'est beaucoup de temps. Et quand on voit ce qui se fait dans les pays limitrophes de la France, comme la Suisse, la Belgique et tout. L'Italie.
qui l'Italie, est tout le où temps ils sont, cité parce que ce voilà, sont des professeurs exact. spécialisés en Italie. Et ils sont à 2 dans la classe, ils sont enfin, au moins 2 adultes dans la classe Et le nombre d'élèves est limité. Quand il y a un élève en situation de aussi. handicap, par exemple, Voilà. il n'y a pas Donc, plus de 20 élèves dans la classe. il faut vraiment aller chercher les informations, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de... Il faut essayer d'être présent aussi quand on est convié aux ESS, ce qui n'est pas souvent le cas. Là, c'est Virginie Casson. Alors, parlez dans le micro, parce que si vous Excusez-moi. marmonnez, on ne t'entend pas. Donc, en fait, guide GEVASCO, guide d'évaluation de la scolarité, ESS, équipe de suivi de scolarisation, animée à minima une fois par an par Oui. l'enseignant référent. L'enseignant référent étant l'interface entre la famille, l'école et la MDPH. Donc, chaque année, ce document est mis à jour. Les accompagnantes sont de droit dans cette réunion, mais elles sont souvent évincées. Ou alors on oublie de leur dire que le SS a eu lieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une mise à jour du projet personnalisé de l'élève qui se construit par une équipe pluridisciplinaire à la MDPH. Donc ça, c'est la maison la maison départementale du handicap. handicap, oui, désolé. Oui, moi qui déteste les sigles en plus. Mais bon, donc pour vous dire ça, donc en fait, donc il y a la mise à jour, et donc la parole de l'accompagnante, elle est importante dans la mesure où nous sommes à côté de l'élève toute l'année, nous voyons à quel moment il est fatigable, qu'est-ce qui le dérange, comment on peut le faire évoluer, et c'est quand même c'est inadmissible qu'il y ait encore aujourd'hui des personnels qui soient évincés. On ne vous écoute pas. Qu'on n'écoute pas la personne. Parce qu'en fait, c'est nous qui voyons l'élève, quoi. Je me suis demandé si c'était mon morceau préféré. Peut-être pas, mais c'est sympa, les cuivres Fabien Toulmé. C'est la sonnerie dans le collège dont vous faites le lieu de l'action de cette bande dessinée Ulysse, publiée chez Delcourt, que vous avez publiée à la rentrée dans la collection Mirage, et qui raconte le quotidien on n'a pas le droit de dire une classe, c'est un dispositif Ulysse, mais c'est dans la classe, et puis de Yvan, de Mathis et des autres élèves du dispositif. Quand on raconte un peu comment on fait, on s'appelle avant, moi j'aime bien appeler les invités avant, et vous m'aviez parlé de l'importance du langage. Pile poil le sujet qu'on abordait avant la chanson, avec des sigles auxquels on s'accoutume, mais dont on mesure très bien qu'ils sont peu compréhensibles pour le commun des mortels. Et tout d'abord peut-être pour les enfants, adolescents concernés. Donc première difficulté, il y a un personnage qui dit, voilà, avant on disait AVS, maintenant on dit AESH, mais est-ce que c'est pour nous faire croire que les choses avancent ? Pas vraiment. Il y a d'autres mots qui sont importants, par exemple d'appeler les enfants les élèves alors qu'ils sont au collège. Pour vous, ça, c'est important de ne pas le faire, Fabien Toulmé. Pourquoi ? Ouais, avant de répondre à pourquoi, comme je suis allé en observateur dans cette Ulysse, moi j'avais un peu l'impression d'être en voyage. Et quand on voyage, on est très attentif à tous les petits détails qui font qui changent de notre quotidien. Et c'est vrai que moi, dans l'aspect du langage, c'est des choses qui m'ont
pas mal marqué. Alors évidemment, moi, 80% des sigles, je ne connaissais pas, même si j'étais déjà un petit peu dans le monde du handicap à travers ma fille. Donc ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, il y a la façon dont les jeunes s'appellent entre eux ou les adultes s'adressent aux jeunes. Donc pour certains, ils les appellent les enfants. Et moi, c'est vrai que je voyais des ados, donc le côté appeler les enfants, les ados. Il y a un truc pour les jeunes porteurs de handicap, c'est qu'il y a toujours ce biais un peu de l'infantilisation, et je trouve que de les ramener sans arrêt à l'enfance, même dans la façon dont est meublée une classe Ulysse, dont la décoration est faite, il y a quelque chose alors qui peut être qui est assez touchant et qui amène un aspect cocon, mais qui, par rapport au reste du collège, les maintient un petit peu dans le monde de l'enfance. Il y a aussi effectivement la façon dont les jeunes s'appellent entre eux. Donc il y a un mot qui devient une insulte, c'est Ulysse. T'es un Ulysse. Donc c'est beaucoup utilisé à des fins de dévalorisation. Et puis voilà, toutes les insultes qui sont connotées et rattachées à la sphère du handicap, là où, comme on s'était parlé au téléphone avant l'émission, où je disais que pour moi, il y avait quand même énormément de progrès qui avaient été faits sur la façon dont on parle du genre, de l'origine, de l'orientation sexuelle. Sur la sphère du handicap, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, et il n'est pas rare que j'entende des gens parler de mongols, que j'entends des gens s'appeler autistes, mais pour désigner une façon d'être qui est particulière. Et donc aussi sur cet aspect du langage, il y avait pour moi des découvertes et des choses qui me percutaient et que j'ai voulu réessayer d'intégrer dans la bande dessinée. En fait, on attend de l'inclusion des élèves handicapés un progrès pour la société, le vivre ensemble, mais on a l'impression que ça tient à peu de choses. En tout cas, c'est pas tellement accompagné, que c'est presque finalement aux AESH de faire respecter leur, j'allais dire leur enfant ou leur ado, l'élève qui les accompagne, tout simplement. Oui. On travaille beaucoup sur le côté vraiment social, l'intégration dans la classe, c'est très important. Et c'est vrai que cet élève, dès le début de l'année, il est stigmatisé, même si on fait tout pour qu'il ne le soit pas, mais il est vraiment stigmatisé souvent, surtout quand les camarades le voient entrer dans l'unité d'inclusion, dans la classe Ulysse. Et nous, on joue un grand rôle aussi de passerelle un peu entre la classe, le reste du groupe et notre élève. Et moi, j'essaye de me mettre à la disposition de tous les élèves, comme ça je banalise un peu ma présence. Et mais c'est vraiment beaucoup d'énergie dans une classe. J'essaye aussi de discuter avec le professeur j'essaye d'être une force de proposition en fait, pour que mon élève soit bien dans son environnement et que s'il y a un incident, ça n'impacte pas les autres aussi qui eux aussi sont là pour apprendre au fait. Que moi je les dérange pas par ma présence et que eux ils acceptent leurs camarades comme n'importe quel autre camarade. Et ça, l'incident, la violence éventuelle de l'élève porteur de handicap, parce que ça arrive, parce que ce sont des élèves qui peuvent mal contrôler leurs émotions, dont l'agressivité. Et en fait, les premières personnes qui prennent cette agressivité sont les AESH, mais ça peut être aussi d'autres élèves. C'est un sujet hyper compliqué. Je me demande comment ça se passe dans les autres pays, parce que c'est vraiment un point de tension dans l'école française, l'idée que ces élèves handicapés dérangent les autres, et que le métier, le boulot des AESH, ce serait qu'ils ne les dérangent pas trop, Frédéric Grimaud. Oui, tout à fait. Et vous voyez dans le témoignage qu'on vient d'entendre de la collègue il y a 2 secondes, tous les arbitrages qu'elle doit faire en fait en permanence. Et des arbitrages qui sont pas évidents à négocier sur le plan des valeurs. Entre ce qu'on doit faire, par exemple, son travail, c'est de lutter contre la stigmatisation des élèves, mais en faisant elle-même partie d'un dispositif de fait stigmatisant. C'est ce qu'on appelle les injonctions paradoxales qu'on envoie à des travailleurs. Alors tous les travailleurs font des arbitrages, mais je trouve que j'ai observé de nombreux travailleurs, puis je travaille dans un laboratoire avec des gens qui observent le travail, et effectivement, les AESH, c'est extrêmement saillant, cet aspect-là de leur travail, de devoir en permanence
arbitrer sans jamais vraiment savoir si elles ont fait du bon travail ou pas, au regard de quelle valeur est-ce qu'on parle. Et se rajoute ce que vous dites absolument, ceci sur la question des coûts qu'elles peuvent subir, c'est pas négligeable d'abord. Un métier où on peut se retrouver blessé, ben, c'est pas rien, hein. Il y a cette pénibilité physique, on va dire, qui mérite reconnaissance, psychologique aussi, hein, évidemment, et puis même émotionnelle, puisque elle s'attache aussi à des enfants qui parfois ont des parcours chaotiques, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent après 15 ans, ou quand on est à l'école primaire, elles ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir après. Donc il y a tout cet engagement-là qui rend leur pénibilité accrue, et à mon avis, ça mérite une très forte reconnaissance de ça. Mais sur la question du risque d'incident, alors là, c'est un peu drôle, mais dans les entretiens que j'ai menés, j'ai retrouvé des résultats de recherche qui ressemblaient à ce que certains collègues ergonomes ont travaillé sur les conducteurs de bus ou conducteurs de train, vous voyez. C'est-à-dire ce travailleur qui bosse avec en tête le risque peut-être qu'il peut y avoir un accident. Peut-être que l'élève dont elle va s'occuper, peut-être qu'il va se sauver, peut-être qu'il peut frapper un autre élève, peut-être qu'il va faire une crise, etc. Et en réalité, ça, c'est très pesant dans la psyché du travailleur, parce que même quand l'événement n'arrive pas, ça se trouve de toute l'année, il n'y aura pas d'accident. Il n'empêche que elles doivent travailler avec cette idée que peut-être ça va arriver. Et du coup, ça leste leurs arbitrages et ça crée une pression constante sur le sujet. Ça leste leurs arbitrages. Est-ce que ça pèse sur vos décisions? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un coût émotionnel, mais aussi physique? D'ailleurs, dans la BD, Fabien Toulmé parle de mal de dos. Et on se figure très bien ce que ça peut être, parce que voilà, soulever un adolescent qui fait une crise, c'est pas facile. Donc, un confort physique, mais aussi moral. Alors pour revenir un petit peu sur, je vais répondre à votre question au mieux que je pourrais, mais ouais, Mettez-vous en face tranquillement. Pour revenir sur justement pour mal de dos, enfin, on a parlé de la toilette intime d'un enfant en élémentaire. Imaginez dans le secondaire, quand un élève est sur fauteuil roulant et que le bâti n'est pas fait, n'est pas adapté, c'est-à-dire que la collègue qui peut être plus légère que l'élève qu'elle accompagne doit déplacer l'élève du siège à son fauteuil, que le bâti n'est pas prêt. Donc effectivement, ça provoque des troubles musculo-squelettiques, ça provoque des personnes qui finissent en inaptitude physique et fonctionnelle à un moment donné de leur vie. Donc, tant que le bâti n'est pas prêt, l'accessibilité dans les établissements scolaires, c'est au moment des élections. Là, on a une rampe. Tout le monde a une rampe, tout le monde peut accéder. Quand les élections disparaissent, on n'a plus de rampe. Donc, comme on disait on l'a été dit tout à l'heure, c'est l'investissement. Il faut investir dans l'école pour que on veut parler d'une école inclusive. L'école inclusive, c'est aussi que c'est pas seulement des humains qui essaient d'accompagner l'élève, il faut que l'environnement s'adapte. Et l'environnement, c'est certes les humains, parce que nous faisons partie de l'environnement aussi, mais c'est aussi le concret, du matériel, des livres adaptés. Parce qu'en fait, les manuels scolaires, pour les dyslexiques notamment, ça fait quand même, à un moment donné, il faut peut-être que l'institution produise des manuels pour faciliter le travail des enseignants et le nôtre en même temps aussi. Tout ça, c'est l'environnement, il va pas c'est une politique qu'il faut avoir, en fait. C'est une volonté politique qui doit être mise en place. Il suffit pas de nous faire des beaux discours. On est pour l'école inclusive. Voilà, on embauche tant de personnes. Oui, les élèves sont accompagnés. Mais en fait, non, les élèves sont pas accompagnés, puisque comme a dit Monsieur Toulmé, je ne vais pas me tromper. Depuis l'EPIAL, on a quand même la mutualisation de front et les élèves ne sont pas accompagnés en fonction de leurs besoins, ce qui était le slogan de base de ce cher Monsieur Blanquer. Donc nous, en fait. Et puis ça poursuit, ça se poursuit. Et après. Ah non, avant, non, parce qu'avant, non, on a toujours été maltraités. Mais au niveau, en 2019, là, ça a été la dégringolade et ça poursuit. Parce qu'on n'a pas encore parlé, mais il y a quelque chose qui arrive et qui s'appelle le pôle d'appui à la scolarité. Et là, en fait, dans le cadre de la loi de l'école de la confiance, rien que l'intitulé de la loi, c'est joli. Il n'est pas là pour vous répondre. Oui, on a compris qu'il y a une forte opposition. Non, c'est pas ce que je veux dire. Parce que là, dans le détaillé, on est circonscrit on est accompagnant d'élèves en handicap, d'accord? C'est dans l'intitulé de notre poste. Et dans cette loi, c'est aussi ça. Là, maintenant, la loi qui arrive, on devra accompagner tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap.
Mais ça veut dire qu'on va, dans les élèves à besoins particuliers, il y a les enfants du voyage, il y a les enfants qui sont allophones, il y a les enfants qui sont sourds, enfin qui sont dyspraxiques, qui ont des troubles cognitifs. Il y a une grande liste d'élèves et en fait, ben, on continue à pas être formé et on va nous donner encore plus de tâches. Et effectivement, il y aura une charge mentale. La charge mentale est déjà forte, mais là, elle va être encore plus parce qu'en fait, comme effectivement, il s'appuie sur notre dévouement dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, dévouement, moi, c'est un mot qui m'insupporte parce que j'ai pas envie de travailler avec du dévouement. J'ai envie de travailler, j'ai envie qu'on me respecte dans mon travail et qu'on me donne les moyens de travailler. Et donc là, et je voulais aussi parler du lexique parce que le lexique, là, ce matin encore, j'étais dans une école et là, quelqu'un m'a dit, oui, mais je veux que mon enfant soit normal. Donc déjà, j'ai dit, ben non, en fait, on va peut-être pas parler de normalité. Parce que la normalité, elle s'arrête où, elle commence où? Enfin, les élèves, les enfants ont des besoins différents. Et on est tous différents, mais à un degré moindre. Et donc, au sein de l'institution, on a encore des personnes qui parlent de normalité. Donc, il y a encore du travail. Mais peut-être parce que l'école est une institution normative dans Oui, sa tout à fait. structuration, sa philosophie presque, cette école où l'enfant et puis l'adolescent sont avant tout des élèves. Et c'est ce qui, Et il manque, de, il manque, il de manque mon de point de vue, sensibilisation. Il y a un manque de sensibilisation au sein des établissements sur les situations de handicap. et c'est ce qui met cette normativité peut-être les élèves en situation de handicap, porteurs de handicap, parce que là aussi il y a un point de vocabulaire, ou handicapés tout simplement, en porte-à-faux avec ce qu'on attend d'un élève idéal que peu d'enfants et d'adolescents atteignent par ailleurs. Combien vous êtes payé? Je ne sais pas si vous voulez répondre pour vous, Myriam Sommaï, mais voilà, il y a une question de salaire, tout simplement. Et j'aimerais qu'on en parle carrément. Alors, on est payé au SMIC horaire déjà, sauf que on n'a pas de, on peut pas faire un temps complet. Ça, c'est très compliqué, au fait. Et pareil, par rapport aux primes, par exemple aux primes REP, REP+, tout ça, on y a eu accès Donc, depuis... éducation prioritaire. Oui, On a des primes quand on est professeur. voilà, travaille dans quand on l'éducation est prioritaire. avant, enfin, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans qu'on a les primes? 2023. Voilà. 2023. C'est très récent, en fait. Enfin, je parle de primes, hein, c'est 80 €, hein, c'est pas... Alors qu'on est des fois dans des quartiers qui sont compliqués ou avec un public... Enfin, je vais pas m'étaler à ce sujet, mais voilà, si on est dans un établissement REP, c'est pour une raison. Donc, on est vraiment payé au compte-gouttes, voilà, au SMIC horaire, hein, sachant que beaucoup de mes collègues cumulent deux métiers pour pouvoir subvenir à leur... Par exemple, Frédéric Grimaud, il y a le fait de faire les cantines, parce que c'est comme ça qu'on dit dans la vraie vie, mais d'accompagner le temps, mais la pause méridienne. Ouais. Moi aussi, hein, je peux parler en vocabulaire éducation nationale, donc d'accompagner pendant la pause méridienne, d'accompagner les heures au collège, ça peut être l'aide aux devoirs, ça peut être aussi carrément aller dans les familles pour s'occuper des enfants, et là, c'est encore autre chose, parce que si on fait juste les heures que donne l'éducation nationale, on est sous le seuil de pauvreté. Je pense que ça peut être assez frappant pour les auditeurs. Frédéric Grimaud. Oui, tout à fait. Et on peut aussi se dire entre nous qu'on peut indexer la reconnaissance qu'on accorde à un métier et à son importance dans la société aussi au salaire qu'on lui accorde, notamment dans la fonction publique. Donc là, on a effectivement les sujets que j'avais comme AESH, donc les collègues avec lesquels j'ai mené la recherche, cumulent souvent 2 emplois, voire peut-être plus, hein. Il y en a même qui me disaient que le matin, elles faisaient le marché, elles aidaient par exemple leur mari à installer le marché pour après venir à l'école. Après, il y a la cantine entre midi et 2, effectivement. Mais vous voyez bien que on rajoute aussi de la fatigabilité à l'individu parce que faire une journée entière sans pause, hein, parce que c'est ça qui se passe dans les faits en réalité, c'est énorme en fait. C'est énorme et à la fin de la journée, vous n'êtes pas dans le même état que le matin. Donc moi, cette question-là de se dire, on
des nouvelles règles d'organisation du travail leur permettent d'avoir un meilleur salaire en se rajoutant du temps de travail, ça pose cette question de la fatigabilité et surtout ça pose la question de l'invisibilisation totale de tout le travail qui a mené en dehors de la présence des élèves, hein, comme le font les enseignants, qui pourrait être du travail pour pouvoir bien se former déjà, pouvoir accorder ses violons avec les enseignants dans le cadre d'un travail à deux. Tout ça, ça demande du temps en réalité. Vous voyez, préparer une équipe de suivi, participer à l'écriture du GVASCO, etc. Tout ça, c'est du temps invisibilisé en fait. Et ça, à mon avis, c'est un vrai souci pour elles. Je ne sais pas ce qu'elles en pensent là, mais pour moi, dire bon, mais c'est super, maintenant elles peuvent faire la cantine et elles peuvent rester le soir faire l'aide aux devoirs, si vous voulez, c'est un peu une économie de la misère quand même. Par contre, moi, Oui. Myriam ça n'a Sommeil. jamais été, j'ai jamais été dans cette situation de devoir changer un élève ou vraiment pas. Mais je tire mon chapeau à ces collègues qui font ça parce que c'est quand même, c'est un métier à part, ça. Moi, je sais que j'ai une collègue qui a dû changer la trachéo d'un élève alors qu'elle n'avait aucune formation. Non, mais là, on est carrément dans un geste médical Mais assez délicat. Enfin, c'est d'une ça, violence j'ai jamais fait. déjà pour l'enfant et pour la collègue qui, sachant il y a des gens qui voient une goutte de sang tombe dans les pommes. Alors ça devrait être deux métiers à part parce qu'il y a des ATSEM déjà dans les écoles primaires par exemple. Plus maternelle pour le coup. Oui, voilà, maternelle. maternelle. Par rapport il y a beaucoup de... Enfin, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que les instituts spécialisés ferment de plus en plus. Aussi. Donc, il y a moins de place pour recevoir les élèves. Donc, ces élèves arrivent en dispositif Ulysse. Ouais. Et les élèves qui sont destinés au dispositif Ulysse arrivent en classe ordinaire, ce qui fait que l'école explose. Donc, on a beaucoup d'élèves qui sont médicamentés, qui le prennent ou qui ne le prennent pas. Il y a des élèves qui ont besoin de soins vraiment. Et en fait, si dans notre axe de travail, il y a aide aux gestes de la vie quotidienne, il n'y a pas écrit soins, apporter des soins. Donc, en fait, on est en train de faire en sorte qu'on devienne des soignantes. En fait, c'est pas tout à fait ça, le travail. Ça devrait être un métier à part, en fait. Les soins, ça devrait être fait par quelqu'un. Et peut-être une question plus davantage portée dans le champ politique. On n'aura pas le temps de tout dire et c'est fou, on pourrait rester 3 heures ensemble. C'est dommage, mais on a qu'une heure. Fabien Toulmé, dernière question. Cette BD si formidable, je pense qu'elle a dû être lue par pas mal d'AESH et je vous remercie parce que vous en avez apporté 2 pour celles qui sont avec nous. Et on l'a lu et c'est une bonne BD, il faut la lire et la diffuser. Merci de nous dire quel retour vous avez eu, peut-être des AESH, mais aussi des parents, des élèves. Des ados. J'ai eu beaucoup de retours qui signalaient le côté très réaliste, même si j'ai compris au fur et à mesure des rencontres et des discussions que chaque dispositif Ulysse avait ses propres fonctionnements, avec peut-être des répartitions de jeunes, avec des spécificités, chose qu'il n'y avait pas dans l'Ulysse où j'étais. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une petite bulle de positivité au milieu de tout ça. C'est que en allant en Ulysse, je m'attendais à quelque chose que j'avais ressenti à travers le parcours de ma fille, qui n'était pas un parcours très évident. Et en fait, en allant dans l'Ulysse où j'étais, donc dans le collège allié Nord d'Aquitaine à Bordeaux, on reconnaît Bordeaux, j'ai reconnu un bar. Ouais, ça veut dire que j'ai pas trop mal dessiné, je suis plutôt content. Et en fait, j'ai trouvé vraiment un endroit super, c'est-à-dire avec une équipe au top. Donc je pense à Nathalie, Arnaud. Et pour le coup, il y avait des AESH hommes, donc Arnaud, Jean, etc. Et moi, j'aurais adoré que Julia soit dans cette Ulysse parce qu'il y avait quelque chose de... Voilà, Julia, ma fille, pardon. De très touchant dans le fonctionnement, dans l'attention apportée à chacun. Il y a effectivement des situations compliquées. On parlait peut-être de violence. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu des violences subies notamment par ma femme du fait d'un des élèves un peu avec des problématiques de difficultés de contenance de ces crises, etc. Mais je trouvais quelque chose... Voilà, je fais dire un moment à Yvan, quand il arrive au collège, un petit peu une réflexion que j'ai eue, c'est que ça fait petite classe d'école de campagne au milieu d'un grand bâtiment d'aspect un peu rude. Voilà, quelque chose en même temps de très doux, de très spontané, de très attachant. Et je suis très admiratif des gens qui font ce métier, et vous deux notamment. Et c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 3, à tous les 4. Frédéric Grimaud, je rappelle le titre de votre ouvrage. Est-ce que vous voulez le rappeler, parce que j'ai perdu ma feuille?
Oui, ça s'appelle AESH, un vrai métier, et c'est aux éditions Sileps. Voilà, en fait, c'est parce que l'ouvrage était ouvert devant moi. Merci encore. Merci à Avril Ventura qui accompagne la préparation de cette émission. Et heureusement que tu es là, Avril. François Richer qui réalise. Et je continue à avoir un problème de feuille, mais c'est Paul Guigues à la technique. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps pour parler du livre sur l'architecture dont je voulais vous parler. L'architecte, c'est toi, et je vous en parlerai la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve à 14h sur France Culture.